Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De l'espoir pour une Afrique verte, durable, une Afrique radieuse à léguer aux générations futures. Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Médien TV. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance verte. En Afrique, des millions de personnes vivent de la pêche artisanale. C'est avant tout une pêche de proximité qui nourrit directement les communautés locales. Aujourd'hui, ce pilier socio-économique souffre de plusieurs maux: surexploitation, pollution, changement climatique. Et au Sénégal, sur la corniche ouest de Dakar, ils sont nombreux, ces hommes et femmes du village traditionnel de pêcheurs de Soumbédioune, à tirer la sonnette d'alarme. Nous irons à leur rencontre dans la première partie de cette émission. Nous poserons aussi nos valises à Dibikro. C'est un village situé dans le sud de la Côte d'Ivoire. Sur place, grâce à l'énergie solaire, les maisons, écoles et commerces sont éclairés au grand bonheur des habitants de la Belle Côte. Elle est écrivaine, activiste climatique, ingénieure, environnementaliste. Ndeye-Marie Aïdeniegen est l'invitée de Croissance Verte. Elle est en direct de Dakar avec nous. Bonjour Ndeye-Marie et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape et bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Croissance Verte. Je suis ravie d'être parmi vous et je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous. Vous serez avec nous durant toute cette émission. Ndeye-Marie, vous êtes à Dakar et pour préparer un bon thiéboudienne, c'est-à-dire du riz au poisson, vous devez bien connaître Soumbédioune, un village traditionnel de pêcheurs. L'une de nos équipes s'est rendue sur place. Nos reporters ont rencontré, vous allez le voir, des hommes et femmes aujourd'hui déboussolés. Les raisons, le poisson se fait rare. Le poisson se fait rare et la pêche artisanale, leur principale source de revenus, fait face à plusieurs défis. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Sirmi Boukaka et Moussa Ndir. Pirogue stationnée dans la baie de Soumbédioune, ce site traditionnel de pêcheurs artisanaux est situé sur la corniche ouest de Dakar au Sénégal. Ce marché où se mêlent les parfums de poissons frais est un endroit très connu des citoyens. Ansoumané s'apprête à prendre la mer pour sa sortie de pêche en cette fin de journée. Je me prépare à aller en mer. C'est aux environs de 19h que nous y allons. Et nous revenons le lendemain à 9h. J'irai avec mon ami pêcheur. Depuis plusieurs années, la disponibilité des ressources halieutiques diminue fortement au Sénégal. Le marché de Soumbédioune n'en fait pas exception. Il n'y a pas de poissons et cela est dû au contrat de pêche signé par les bateaux de pêche étrangers. Il y a aussi ceux qui pêchent dans des zones interdites d'accès aux bateaux. La mer n'a plus de poissons. Nous allons à la pêche juste pour la routine. Nous savons qu'il n'y a plus rien dans la mer. Le rendement d'hier est différent de celui d'aujourd'hui. Le changement climatique affaiblit les remontées d'eau profonde, riches en nutriments nécessaires à la chaîne marine. Mais la pêche artisanale ne subit pas uniquement les effets du changement climatique. La pollution plastique aggrave également la situation. Ces ordures ne nous facilitent pas le travail, surtout dans le cadre de l'assainissement des lieux. Regardez, à cause des ordures ménagères, la mer est en train de perdre sa beauté. Et pire encore, nos voisins des Mamelles déversent leurs ordures dans la mer. Pour la majorité de ces pêcheurs artisanaux, la pêche constitue l'unique ressource de revenus. Aujourd'hui, ces pères de famille subviennent difficilement aux besoins de leur ménage. La pêche d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est compliqué pour nos familles. C'est à cause de cette situation que beaucoup de nos jeunes quittent le pays. Nous sommes obligés de faire plus de 50 km pour pêcher. C'est vraiment en haute mer, seulement quand nous pouvons y aller. Vous savez, pour nous aider, c'est simple. L'État doit interdire radicalement certains moyens illégaux que les bateaux utilisent. Cela nous soulagerait beaucoup. Les habitués des lieux viennent ici se procurer du poisson le soir. Mais les prix de ces ressources halieutiques sont un véritable casse-tête.
Il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, ce n'était pas pareil. Tu viens avec un budget, tu peux avoir tous les poissons que vous voulez. Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est trop. Le prix même, on peut dire a doublé. Au Sénégal, les associations non gouvernementales se mobilisent pour sensibiliser davantage les populations sur la protection des mers et de leurs ressources. À l'exemple de Greenpeace, une ONG internationale, une campagne Océan a été lancée à Dakar et partout en Afrique de l'Ouest pour éliminer les usines de farine de poissons qui impactent la pêche artisanale. Outre ce projet, plusieurs autres initiatives ont également été prises. On travaille avec les communautés pour lutter contre la pollution plastique, parce que la pollution plastique constitue un impact négatif dans les océans. Nous avons aussi travaillé auprès des communautés pour les sensibiliser sur la gestion de la ressource. Par exemple, nous avons organisé un atelier pas plus tard qu'il y a 3 semaines pour pouvoir renforcer leur capacité en surveillance participative. La pêche traditionnelle est une activité extractive de ressources qui crée de l'emploi et répond aussi à la demande de consommation des populations. Pour certains, les pratiques techniques utilisées par ces pêcheurs ne peuvent être à l'origine de l'appauvrissement des ressources marines. Nous avons trouvé de meilleures techniques de pêche. Auparavant, cela n'existait pas. Mais aujourd'hui, chacun cherche sa propre technique pour bien pêcher. La pêche artisanale en tant que telle, de manière directe ou indirecte, n'a pas d'effet immédiat sur les changements climatiques. Parce que les pêcheurs artisanaux utilisent des pirogues. Ils utilisent le carburant qui est moins pollué. Et ils n'utilisent pas trop de carburant pour pouvoir aller pêcher. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas un impact sur l'effet de serre de manière assez mesurée. Au Sénégal, plus de 57% des stocks de poissons commerciaux sont désormais en état d'effondrement, surtout à cause de la surexploitation par les navires industriels et étrangers, d'après le rapport de la Fondation pour la justice environnementale. Aujourd'hui, plusieurs espèces sont en voie de disparition. En général, les espèces pélagiques. Quand on dit pélagique, c'est ceux qui sont sur le pélagos, les espèces qui sont à la surface de l'eau. Donc ça veut dire que ce sont les sardinelles, très recherchées par les communautés en général les plus fragiles, les chinchards, qui sont aussi, en wolof ici on appelle djaï, qui sont très touchés aussi par les changements climatiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les pélagiques hauturiers, les grands thons migrateurs, aussi qui sont très impactés par les fluctuations de température des océans. Cette raréfaction des ressources halieutiques est certes causée par les effets climatiques, mais elle est aussi anthropique, d'où la mise en place des stratégies de l'IGF. On travaille beaucoup au Sénégal avec les communautés de pêche. Nous avons par exemple de Saint-Louis au Cap Skirring ce qu'on appelle les conseils locaux de pêche artisanale. Nous avons 15 sites pilotes sur lesquels IGF soutient les communautés pour faire la surveillance participative, ça veut dire qu'ils prennent les dispositions au niveau de leur localité pour lutter contre les mauvaises pratiques de pêche. Donc IGF les soutient concrètement avec même des innovations technologiques. Pour mener à bien ce combat, les populations devraient davantage être impliquées. Il faut d'abord écouter les populations elles-mêmes, parce que les communautés de pêche, en tout cas au Sénégal, sont très éveillées et comprennent un peu les enjeux. On dit que le commerce est libéralisé, mais on peut prendre des mesures pour que le poisson reste dans le pays. On peut garder espoir dans le sens où il y a des formes d'adaptation qu'il faudra mettre en place. Maintenant, ces mesures d'adaptation-là, il faut les développer avec les communautés. Il ne s'agit pas de faire du top-down, c'est-à-dire d'élaborer des politiques là-bas en haut et venir dire aux populations, voilà nos solutions. Aujourd'hui, les acteurs de l'environnement continuent de saluer la mesure prise par le gouvernement qui a publié la liste des navires autorisés à pêcher dans ces eaux dans le cadre de l'accord avec l'Union européenne. Une décision pour davantage promouvoir la transparence et lutter contre la pêche illégale. Et tout de suite, nous allons retrouver notre invité qui est à Dakar. Ndeye Marie, vous êtes toujours avec nous. Alors, nous l'avons vu dans ce reportage, des pêcheurs qui partent en mer tout en sachant que la pêche ne sera pas bonne. Ils pointent du doigt
la pêche industrielle, mais pas que. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette situation décriée par ces hommes et femmes qui ont, on va dire, une relation si particulière avec la mer? Tout à fait, Pape. C'est une situation qui est difficile puisque ce sont des populations qui non seulement en fait vivent de la pêche, mais ont un rapport traditionnel et culturel avec la mer. Donc, ce sont des populations qui ont toujours vécu le long des côtes et qui ont ce rapport avec la mer qui est particulier. Et c'est cette pêche qui n'est non seulement une pêche de subsistance, mais une pêche qui est liée à un ensemble et de traditions et gravement menacée et menace même la survie de ces populations-là. Alors, l'autre point à souligner dans ce reportage, ils l'ont dit, c'est la pollution plastique qui est aussi pointée du doigt par ces pêcheurs, un phénomène qui étouffe aujourd'hui les récifs coralliens. Selon l'ONU, chaque année, nos océans sont submergés par 8 millions de tonnes de plastique. Là aussi, Ndeye-Marie, il y a, je dirais, un véritable travail de sensibilisation qui doit être fait ou mené au niveau des autorités locales pour que, pour ce qui est du cas de Soumbédioune, que les habitants arrêtent de déverser les ordures dans la mer. Tout à fait. La pollution plastique, c'est une grande problématique qui affecte les écosystèmes marins et les animaux marins. C'est une pollution qui est endémique de notre pays. Ce qu'on remarque un peu partout, c'est du plastique à foison, que ce soit en ville, mais sur les côtes également. La mer est un déversoir, c'est une poubelle à ciel ouvert pour de nombreux ménages donc, qui vont au niveau des côtes pour déverser leurs ordures. C'est une politique globale de gestion et de valorisation des déchets plastiques qui doit être mise en place pour que ce phénomène-là soit endigué, puisque c'est une menace réelle pour la survie de nos écosystèmes marins. On a vu dans le reportage énormément de pêcheurs parler de cette situation catastrophique de la pêche. Elle est liée aussi à cette pollution-là, parce que ces espèces marines-là, elles viennent sur nos côtes pour se reposer, pour se reproduire. Les côtes sont des zones de frayère pour les animaux marins. Et aujourd'hui, en raison de cette pollution-là, ces poissons-là ne viennent plus. Et on a tout un changement dans cette chaîne de valeur de la pêche. Et cela affecte globalement l'ensemble des populations. Donc, il y a des mesures à prendre à l'échelle des circonscriptions, à l'échelle des quartiers, pour que cette lutte contre le plastique soit une mesure globale, qu'on mette en place des lieux de récupération et des activités de recyclage. Ndeye-Marie, nous l'avons aussi vu, les ONG sont sur le terrain, elles jouent la carte de la sensibilisation pour permettre à la pêche artisanale de, on va dire, retrouver son lustre d'antan avec plus de poissons et de création d'emplois. Il y a par exemple les aires marines protégées pour permettre aux ressources de se multiplier, mais il y a un des experts dans le reportage qui le dit, pour que ces mesures portent leurs fruits, il faudra que les populations locales soient bien impliquées et représentées dans les instances de prise de décision. Tout à fait, et cet expert a parfaitement raison, puisque si les populations ne sont pas incluses dans le processus de gestion de ces aires marines-là, eh bien, on a tout un processus qui est caduque. Puisque les populations, elles sont au centre de l'exploitation des ressources, elles comprennent les enjeux de la disparition de ces ressources-là, donc elles doivent être incluses dans ce processus-là. L'initiative des aires marines protégées est très importante puisqu'on a aussi un problème de repos biologique, c'est-à-dire qu'on a une pêche qui est tout le long de l'année intensive et il n'y a pas de période de repos biologique pour les espèces. Donc ces aires marines-là permettent aux espèces d'avoir des espaces pour se reposer, se reproduire et c'est très important. Et surtout le fait d'inclure les populations dans ce processus de gestion, c'est une mesure qui doit être vraiment centrale si on veut que cette initiative soit impactante.
Damarie, place à présent à la deuxième partie de Croissance verte. Elle nous conduit en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le sud du pays où les habitants du village de Dibikro retrouvent le sourire grâce à l'installation d'une centrale solaire qui a considérablement, vous allez le voir, amélioré leurs conditions de vie. C'est un reportage de Ferdinand Kouakou, Zainab Dosso et Régis Mokila. Baptisé la Belle Côte, Dibikro, un village de la capitale de Tiasalé, au sud de la Côte d'Ivoire. Ici, autrefois le soleil n'éclairait que les champs et servait à sécher les récoltes. La nuit, l'obscurité prenait le dessus. Depuis 4 ans, le soleil illumine bien plus que le paysage. Il éclaire les maisons, l'école, les commerces et redonne espoir. Quand le soleil se lève, tout le village se réveille. Il y a encore quelques années, Dibikro ne bénéficiait pas du réseau électrique national. Les nuits étaient longues, les activités limitées. Aujourd'hui, grâce à un projet financé par des partenaires européens, le village dispose d'une centrale solaire. Près de 300 panneaux solaires et 300 batteries installées sur un site de 40 mètres sur 80 assurent l'alimentation électrique. Un groupe électrogène prend le relais en cas de faible ensoleillement. Depuis 2021, cette énergie propre a profondément transformé le quotidien. Une vie sociale retrouvée, les habitants peuvent désormais se retrouver, célébrer et partager des moments de convivialité. À Dibikro, le village ne s'endort plus au coucher du soleil. Avec la lumière, les activités reprennent. Marie-Belle, vendeuse de poissons, conserve désormais ses produits au frais et attire davantage de clients. Avant, on partait au champ parce qu'il n'y avait pas courant. On voulait faire activité, mais on n'arrivait pas parce qu'il n'y a pas courant pour vendre. Donc maintenant, on a eu courant là, on vend poissons frais sans sortir. En tout cas, ça marche. Souvent, on peut vendre juste à 21 à 20 heures comme ça. Les artisans profitent aussi de l'électricité. Couturiers, coiffeurs, ferronniers, tous travaillent plus vite et répondent à un plus grand nombre de commandes. En tout cas, c'est très bon. C'est très bon parce que avant, ils ne connaissaient pas tout cela. Tous les ventilateurs, ils ne connaissent pas ça. C'est payé, ils connaissent. On ne se déplace plus, on ne paye plus transport. On se coiffe ici, on est en l'aise. Vraiment, à cause du courant qui est à Dibikro. On travaille avec le courant parce que non, c'est rapide. Pas que non, tu as été forcé à pédaler jusqu'à ce que ton pied va te faire mal à gonfler. À Dibikro, chacun trouve peu à peu sa place dans cette nouvelle dynamique entrepreneuriale. L'établissement primaire du village est également électrifié. Les enfants étudient désormais dans des meilleures conditions, même après la tombée de la nuit. Pour Kwasi Emmanuela, la lumière a fait la différence, comme en témoignent ses résultats scolaires. Je me sens bien parce qu'avant, il n'y avait pas de lumière. Maintenant, il y a lumière. Je peux étudier mes leçons, je peux faire tout ce que je peux faire maintenant. Les autorités traditionnelles saluent un projet porteur de développement tout en appelant à une meilleure maintenance pour garantir sa durabilité. Dès que le projet énergie solaire a commencé à voir le jour, ils ont fait un programme du réseau national qui devait passer là-bas. Et ils nous ont fait la proposition. Est-ce que vous voulez le réseau national ou bien l'énergie solaire? On a dit, nous, on préfère rester sur l'énergie solaire pour ne pas avoir des délestages et tout ça. En tout cas, on dit merci au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a voulu que dans tous les villages, que tous les villages et les campements soient électrifiés. Et c'est à cette occasion-là que Expertise France est venue en 2018. Nous avons eu la discussion. Et puis en 2020, le projet a commencé. L'expérience de Dibikro s'inscrit dans une tendance régionale. À Dibikro, comme au Sénégal, le solaire change les vies.
La Côte d'Ivoire s'est fixée pour ambition de porter la part des énergies renouvelables à environ 45% du mix électrique d'ici 2030. Mais ici, comme dans les villages voisins, les défis subsistent. Le vieillissement des batteries et des conditions climatiques exigeantes. Pourtant, à Dibikro, une certitude demeure. Le soleil n'éclaire plus seulement les journées, il éclaire désormais l'avenir. Suite de Croissance Verte et nous sommes toujours avec notre invité Ndeye Marie. Ndeye Marie, en tant qu'environnementaliste, j'imagine vous devez être aux anges après avoir visionné ce reportage. On a ici un village qui revit, il y a la relance de l'activité économique. En quelque sorte, on retrouve un village qui rayonne sur tous les plans. Tout à fait. Donc, j'ai été très ravie de voir ce reportage où on voit que l'accès à l'énergie, c'est un droit fondamental pour les populations et c'est une condition sine qua non au développement. Donc, on voit que cet accès à l'énergie, et pas n'importe laquelle, une énergie solaire qui est une énergie renouvelable, a permis de booster l'ensemble des activités au sein de la communauté, que ce soit le commerce, mais aussi l'éducation, que ce soit les interactions sociales, la formation. Donc, c'est extrêmement important de montrer à quel point l'énergie doit être un droit pour l'ensemble des populations africaines. L'énergie solaire qui change le quotidien de ses habitants à Dibikro. Ndeye Marie, pourtant, aujourd'hui, selon la Banque africaine de développement, 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, alors que notre continent, on va le dire, bénéficie d'un ensoleillement plus que privilégié. Pourquoi aujourd'hui un tel contraste ? Alors, un contraste et un paradoxe, puisque nous avons commencé par d'autres formes d'énergie en ne privilégiant pas ce don naturel que nous avons, qui est cet ensoleillement quasi total tout le long de la journée et dans de nombreux pays africains. Et nous sommes dans la logique de transition maintenant énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables, dont l'énergie solaire. Je pense que ce village est un très bon exemple de l'utilisation de cette énergie. Et on note d'ailleurs que lorsqu'on leur a demandé de revenir à la forme d'énergie électrique, ils ont préféré rester sur le solaire, puisque c'est une source d'énergie illimitée qui est accessible et qui vraiment leur permettent d'avoir de l'électricité tout au long de la journée sans délestage. Donc, ce paradoxe-là, il est grave, il est alarmant, mais je pense que nous sommes maintenant dans de nombreux pays africains dans la logique de la transition énergétique et de l'utilisation notamment des énergies solaires, de l'énergie solaire. En tout cas, Ndeye Marie, dans ce reportage à Dibikro, on retrouve plus de 300 panneaux photovoltaïques. Cela, j'imagine, nécessite beaucoup d'entretien, de maintenance, mais il y a un point essentiel, c'est le recyclage de ces panneaux une fois qu'ils ne seront plus fonctionnels. Là aussi, il y a un travail de sensibilisation, mais aussi de formation qui devra, n'est-ce pas, être fait pour éviter que ces panneaux se retrouvent comme ça dans la nature après. Tout à fait. Donc, cela est l'une des problématiques majeures de l'utilisation du solaire dans les zones rurales. C'est l'accès à la formation des populations sur l'utilisation du matériel, puisqu'on sait que l'ensemble de ce matériel-là a une durée de vie, que ce matériel-là aussi a besoin de temps en temps de maintenance. Et c'est pourquoi il est important lorsqu'on implémente, lorsqu'on donne accès à ce type d'énergie aux populations, de privilégier tout d'abord la formation avant l'implémentation pour permettre aux populations elles-mêmes de pouvoir manager le système, de pouvoir l'utiliser de façon efficiente, mais surtout après son utilisation, de savoir quoi faire avec ce matériel-là. Ndeye Marie Aïdeniégué, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Pape Pierre, et merci à toute l'équipe. C'était un plaisir d'être invité pour cette édition de Croissance Verte. Merci.
Plaisir partagé. Voilà qui referme donc ce numéro de Croissance Verte. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.